Petite citation pour terminer. Alors, j'ai pas eu le temps de chercher qui était Bolingbroke, c'est un Britannique, c'est sûr, qui disait « Nous devons toujours nous rappeler que nous sommes voisins, mais non partie du continent. » Je crois que les Britanniques viennent de le démontrer. Merci Jean-Christophe. Alors, j'ai amené quelques journaux au moment du Brexit. Je vous en ai montré un tout à l'heure. Hein. Le Daily Express, we are out of the EU. Donc, c'était pas la catastrophe. Hein. Alors, le Daily Telegraph, donc, vous avez une photo, mais alors catastrophique, de Cameron, hein, et puis surtout sa femme qui le regarde en situation dramatique. Birth of a New Britain, la naissance d'une nouvelle Britannique. C'est quand même fort. Hein. Et puis alors pour l'anecdote, pour vous dire que c'est quand même la catastrophe, hein, j'ai amené les maires de France. Vous me direz, mais qu'est-ce que c'est? C'est une revue pour les municipalités, les maires, etc. Et donc page 22, les maires de France, comme quoi c'est vraiment la catastrophe, mais eux s'y intéressent. Page 22, Brexit, quel impact pour les communes? Donc si vous voulez lire l'article, je vous rassure, il n'y a pas d'impact. Il parle de la Banque européenne d'investissement. Oui. Parce que moi, je suis témoin, en 1987, en 1990, j'étais dans ces grandes institutions, et comme je suis française de France, je dirais que là, on a parlé de l'économie, mais on a un problème au niveau de l'Europe, au niveau des armées. Pourquoi on s'affole au niveau des Schengen? C'est qu'en fait, ça a été plus difficile à négocier que sur le plan économique. Et la Banque européenne d'investissement avait pour principe d'acheter, moi j'appelle ça d'acheter les maires, en leur proposant une somme d'argent pour aménager leur commune, et comme on est dans le loisir, je me suis permis même de dire à une dame, qui était présidente de l'ACMI, vous avez vendu votre commune, parce que pour moi, il me semble que quand on est dans les dettes, on n'a plus de souveraineté. Le mot souveraineté, c'est quand on a de quoi rembourser. Hein? Et là, quand je vous ai écouté, je pensais un petit peu moi, je n'ai pas fait de hautes études, hein, comme dirait Philippe Bouvard, je suis des hautes études communales. Mais je suis riche de mon expérience. Riche dans mon expérience, à savoir qu'avant, on avait quand même l'Europe, c'est un leurre. L'Europe des 6, des 7, avec des pays... Là je pense sur le plan psychologique. La Grèce, c'était le mouton noir. C'était le vilain mouton noir. Hein, L'Allemagne s'est pris son pouvoir en disant on va les faire payer, on va les faire obéir. Et maintenant, l'Allemagne est embêtée avec l'Angleterre, qui finalement est en train de reprendre sa souveraineté. Alors nous, qu'est-ce qui va nous arriver? Là-dessus, il y a quand même quelque chose que tu as souligné en filigrane et qui nous apparaît à tous, c'est quand même un encouragement à ce que nous, en France, nous réapproprions notre politique et que nous recouvrions notre souveraineté. Donc ça, c'est vrai que Jean-Christophe, c'était pas dans son propos de le dire, mais on le pense tous très fort, et on forme tous le souhait que la France puisse recouvrer quand même son pouvoir, sa souveraineté. Ça, c'est quand même une heureuse conséquence, hein, du Brexit. Du Brexit, absolument. Et alors, est-ce que, d'ailleurs, dans les forces en France, est-ce que on s'aperçoit que des formations politiques, je pense à Debout la France, ou je pense même à gauche, au Chevènement-Tisse, à ce qui reste du courant, est-ce que là-dessus, tu as détecté, ou certains d'entre vous ont détecté, des regroupements, une concertation et des projets, hein, pour que ça se traduise dans les faits? Alors, je pense qu'on a un syndrome britannique. C'est-à-dire que, paradoxalement, j'ai plus l'impression, pour les cénacles politiques en France, que, ils sont sortis, ils vont sortir,
et on va pouvoir reprendre notre petit cheminement de construction sans voir un petit peu le message qu'il y a derrière. C'est un peu ce que j'évoquais en conclusion, c'est-à-dire que il y a sans doute une date qui va marquer et les îles britanniques et surtout le continent, sur lequel il faudrait aujourd'hui à la fois se projeter et anticiper pour se préparer à ces solutions de réorganisation sur une base souveraine et non plus de multilatéralisme unique. Mais ceci n'est pas visible. Comme en 1979, lorsque Margaret Thatcher est arrivée au pouvoir, je rappelle qu'en 1976, le Royaume-Uni, alors là, pour une fois où je suis un peu sérieux, je ne parle pas de l'Ouganda, je ne parle pas du Zimbabwe, je ne parle pas de l'Argentine, qui ont été placés sous tutelle du FMI. Le Royaume-Uni était sous la tutelle du FMI. Donc, elle prend le pouvoir, et en quelques années, sur tous les plans, militaires, diplomatiques, institutionnels, européens, économiques en particulier, elle va rétablir des choix qui font qu'aujourd'hui, le Royaume-Uni est une des premières puissances mondiales et européennes, alors qu'à l'époque, c'était l'homme malade de l'Europe. Il y avait un jeu de mots. Le slogan en Grande-Bretagne, c'était « Le dernier qui quitte le pays éteint la lumière ». C'était le sauve-qui-peut général de 1976. 3 ans plus tard, les choses repartent. Donc là, on vit sans doute une réappropriation des souverainetés par un certain nombre de pays et d'États. J'ai cité toute une série de pays qui signent des accords bilatéraux, puisque les accords internationaux commerciaux, on n'arrive plus à les mettre en place parce que l'OMC gonfle encore plus vite que l'Union européenne, et chaque pays vient avec des points qui lui sont capitaux et bloque le système. Donc, il faut retourner à des mécanismes unilatéraux, en particulier au sein de l'Union. Malheureusement, notre classe politique dominante, médiatico-dominante, a en général une guerre d'avance, de retard, comme par tradition. On respecte bien nos traditions sur ce point-là. Et on a du mal à comprendre les nouvelles donnes qui vont nous environner. Et je sens effectivement que dans ceux qui étaient engagés dans ces logiques souverainistes, il y a un potentiel, mais qui n'a ni l'aura et ni, je dirais, la dimension d'expliquer cette anticipation. On nous a vendu la construction européenne comme étant le sens de l'histoire. À chaque fois qu'on veut vendre quelque chose, on dit que c'est dans le sens de l'histoire, et que si on est à contrevent, ça va être la catastrophe. Or, il n'y a pas de sens de l'histoire. Tous ceux qui l'ont défendu en général se sont retrouvés dans le sens opposé à la marche historique. Là, il y a des impasses. Et quand les impasses, surtout quand elles sont économiques, se présentent, eh bien, il y a forcément des alternatives. Il faut chercher des alternatives et non pas se buter continuellement à imposer le CETA, imposer juste avant. Le fait de se buter, n'est-ce pas tout simplement refuser de voir ces nouveaux souverainismes, etc., par tout simplement de la pure idéologie. C'est ça. C'est ça. On est capable de se suicider par idéologie. On ne veut pas voir la vérité. Voilà. Alors, au-dessus de cette idéologie, parmi les pères fondateurs de l'Europe, il y avait Jean Monnet, il y avait un tas de gens qui avaient pris des inspirations auprès de sociétés de pensée américaines. Et au-dessus de toutes ces histoires de boutiquiers européennes, il y a l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui aurait dû se dissoudre lorsque le pacte de Varsovie s'est dissous à la chute de l'Union soviétique. Or, actuellement, l'OTAN
l'OTAN a incorporé chacune des nations européennes et essaye d'aller au-delà. L'Italie, c'est un garage de bombes atomiques des États-Unis. Et il faut aussi ne pas négliger l'aspect militaire de la chose. Hein. Alors, il y a quelque chose de très très intéressant. Si on analyse les adhésions à l'Union européenne, il y a 4 exceptions. L'Autriche, la Finlande, la Suède et l'Irlande, 4 pays qui avaient, à partir de 1945, voire de manière beaucoup plus ancienne, un statut d'État neutre. Donc si on élimine ces 4 États qui étaient neutres avant que la construction européenne ne commence, eh bien tous les pays membres, c'est-à-dire les 28 moins 4, les 24, les 24 ont tous préalablement adhéré à l'OTAN et à l'OCDE avant de pouvoir intégrer l'Union européenne. Entre guillemets, sauf à avoir un statut de neutralité, il est impossible, entre guillemets, de rentrer dans l'Union européenne sans passer par le double sas OCDE, OTAN. Donc ça, c'est le constat. On le voit pour l'adhésion espagnole, on le voit pour l'adhésion de tous les pays d'Europe de l'Est. Il y a eu une phase d'entrée. Alors, la Norvège, comme la Turquie, comme l'Islande, sont membres de l'OTAN. Alors, à la limite, eux ne nous intéressent pas. Mais par exemple, l'Albanie vient d'entrer dans l'OTAN. Donc, c'est un signe annonciateur d'un futur dossier de candidature. Accepté. La Serbie n'est pas encore... Elle a commencé à préparer un dossier de candidature à l'Union européenne. Pour des raisons historiques, elle n'est toujours pas membre de l'OTAN. Son dossier ne bouge pas. Alors que la Turquie est un membre très ancien de l'OTAN, elle est candidate depuis 1960 pour en faire partie. Le Maroc, qui avait posé une candidature à l'adhésion à l'Union européenne, n'étant pas membre de l'OTAN, n'a pas eu de suite à son dossier. C'est un constat de double clé. Et donc, qui manage l'OTAN? Qui manage? Il y a quand même quelque chose d'inquiétant. Elisabeth. Au lendemain du Brexit, Ouais. l'ensemble des chefs d'État européens ont dit mais il nous faut plus d'Europe. Voilà, c'est le réflexe systématique. Il y a une aggravation du malaise européen parce qu'ils multiplient les couches, parce qu'à chaque fois, ils réagissent à l'envers du message qu'ils ont reçu. Donc, voilà. Et contre les peuples. Et donc, La Russie est plus européenne que la Turquie. Non mais la Turquie, ce sont les Américains qui veulent nous l'imposer. la Russie n'est pas membre de Les l'OTAN. Américains n'ont jamais voulu que l'Europe se fasse. Hein. Bien sûr. Ah si. Est-ce Non, qu'il non. Les Américains. non, mais peut-être. Ah, si, Est-ce qu'il y a d'autres questions à Jean-Christophe Ça sur, les intéresse parce que ça l'avenir, Si, les Américains m'intéressent, Ils oui. ont tellement peur que les Ça va lui Américains donner une soient sur le dollar. idée de ce qui se passe. Ça va. Ils avaient bien compris cette expression. Bon, moi, je dis... enfin, pour moi, je pense... Non, Là, il y avait... Attendez, là, il y a- L'Europe, c'était Tito, c'était la Yougoslavie, la Serbie. On a eu encore la guerre de Balkans. Bon. Le problème, on a un croissant. Les Occidentaux, on a un croissant. Si ce croissant il n'est pas compris et qu'il est réglé que par l'histoire de l'argent, c'est une erreur, parce que c'est vrai qu'il faudrait regarder la puissance militaire, finalement. Hein. Quand je pense que déjà, hier, il y avait, comment elle appelle celle qui a les cheveux courts, qui disait que si jamais Trump était élu, ce serait la marionnette de Poutine. C'était une que j'adore dans les féministes, n'est-ce pas? Essayons peut-être de poser des questions à Jean-Christophe. Et voilà, et tous nos propos de commentaires, on pourra les tenir, notamment au moment du buffet. N'est-ce pas que les États-Unis avaient intérêt, Maastricht, tout ça et tout, ils ont poussé ou pas? Alors, il y a une double vision, c'est-à-dire qu'ils avaient un intérêt à disposer d'un marché simplifié.
S'il y a un seul espace, c'est simple pour eux. Voilà. Donc ils poussent dans ce sens-là. Europe. Par contre, et on le voit notamment sur l'OTAN, toutes les négociations qui ont eu lieu sur l'OTAN pour qu'il y ait un commandement européen ont été bloquées parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait une Europe puissance. Il faut pas. On peut se poser la question sur le rôle de la Grande-Bretagne. Au moment où la géopolitique américaine est en train de changer, c'est-à-dire que les principales bases qui étaient en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Espagne, etc., petit à petit ferment, pour des raisons économiques, géopolitiques, etc. Et elle se déplace vers les pays baltes, vers la Pologne, l'Ukraine, vraisemblablement. Je ne sais plus quel était le titre du livre de Zbigniew Brzezinski, l'ancien secrétaire d'État américain. Le grand échiquier. Le grand échiquier, qui expliquait donc, merci, sa logique donc de mettre en place une chaîne de base qui part donc de l'Ukraine, qui se prolonge sur la Géorgie, puis qui touche l'Azerbaïdjan et le Turkménistan, etc. Bref, qui permettent à la fois de contourner Russie et puis la Chine. Voilà leurs enjeux. La présidence Obama a redonné une vision de la place qu'il considérait accordée à l'Union européenne. Et curieusement, à ce moment, eh bien, leur porte-avions dans le grand échiquier, Brzezinski explique que les États-Unis ont deux porte-avions, un qui s'appelle la Grande-Bretagne et l'autre qui s'appelle le Japon, et qui sont positionnés à ces deux endroits. Et que maintenant, comme les enjeux sont continentaux, il faut prolonger ces porte-avions par des pénétrantes comme ça, là, cette chaîne de, je vous dis, Pologne, Ukraine, etc., dans ce sens-là. Et en conséquence, la place de l'Europe est aujourd'hui secondaire, et le fait que leur cheval de Troie au sein de l'Union, c'est sans doute un petit peu qui avait poussé à ce renversement des Anglais qui étaient contre l'Union et qui sont devenus membres de l'Union, eh bien qu'ils en sortent n'est plus un enjeu capital. Qu'ils aient poussé à ce qu'ils en sortent, on peut se poser la question. En tout cas, c'est révélateur qu'un candidat d'un des principaux partis américains soit pour le Brexit et qu'il le déclare en Écosse même, quoi. Donc c'est visiblement plus un enjeu pour eux. En tout cas, ils ont toujours été contre une Europe puissance, ce qui est parfaitement logique. Dans le plan Marshall, ça s'explique, hein, 30% à Britanniques, 20% à la France, 10% aux Italiens. Exactement. Est-ce que vous pensez que ça aura une influence sur le fonctionnement des institutions monétaires? Est-ce que ça va affaiblir les banques, notamment les banques françaises? Alors, et autrement dit, par voie de conséquence, est-ce que ça va affaiblir notre épargne? Alors, il y a une conséquence qui est donc la remontée de l'euro, tout étant par ailleurs relatif, qui est, je dirais, indépendante de tout autre effet économique, mais lié aux anticipations qu'il y a sur le rôle de la place de Londres, le rôle de la livre, etc. Donc, ces anticipations, pour l'instant, je dirais qu'elles sont plutôt un moyen de renforcer nos propres banques sur du court terme. À long terme, quels vont être les choix fondamentaux des Britanniques? Est-ce que pour compenser la perte de marché liée au passeport européen, entre guillemets, aujourd'hui ils ont un passeport européen à partir de Londres, ils pilotent ce qu'ils veulent dans toute l'Union, ils ne l'auraient plus. Donc il y aura sans doute des mesures gouvernementales pour simplifier, faciliter, peut-être réduire les charges que paye la place de Londres.
réduire le risque qu'ils subissent. Et quel degré de compétitivité ils risquent de reprendre. Une des logiques de l'Union, je dis bien une des logiques parce que si on creuse bien, elle n'était pas vraiment respectueuse de cette logique. C'était de dire qu'aujourd'hui, il y a trop de compétitivité qui peut être déloyale. Donc en se réunissant, on met une même loi, on met même une fiscalité unique pour que toutes les conditions soient aplanies. La réalité était tout autre, puisque pas la peine d'aller en Suisse ou aux îles Caïmans pour déposer ces fonds. Le Luxembourg, en toute légalité, permet d'avoir des comptes bancaires particulièrement intéressants. Il y a eu plusieurs scandales là-dessus, dont la couverture médiatique a été très faible par rapport aux Panama Papers, qui sont bien plus exotiques. Donc, l'Union n'a pas abouti à ce résultat, a fortiori avec un pays qui sera en dehors et qui donc pourra développer toute une série d'éléments attractifs. Je pense même que le monde des banquiers est en train de préparer cette possibilité-là, c'est-à-dire aujourd'hui de sortir des fonds en toute légalité pour les déposer en Grande-Bretagne, et que demain, la Grande-Bretagne n'étant plus dans l'Union, ils seront hors de l'Union et échapperont à tout. C'est absolument le contraire. Il y a une duplicité. Voilà, il y a une duplicité. Voilà. Il y a une duplicité. Donc, C'est des à ce niveau-là, les banques françaises risquent d'en souffrir. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt, je parle de notre épargne, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à ouvrir des comptes en Grande-Bretagne actuellement? Transférer Vraisemblablement. des sommes en euros. Vraisemblablement. Surtout si la livre continue de chuter, ils vont finir par remonter les taux d'intérêt et ce sera plus rémunérateur. Hein. Et comme la livre est faible en ce moment, c'est 10% les bourses. Donc, comme la livre est faible, ben, c'est une belle occasion d'acheter des livres. Elle remontera. Et donc de revendre lorsqu'elle aura remonté. Donc, on peut, je pense, spéculer dans ce sens-là. Mais maintenant, Pierre, on n'a pas tous les défauts non plus. Voilà. C'est pour ça que je disais que c'était 10%. Quand on compare le système bancaire français à ses concurrents allemands et anglais, les banques françaises ont beaucoup mieux résisté à tous les crash tests qui ont été faits que les Allemands. Et on a beaucoup moins d'avoirs toxiques dans nos... voilà, dans nos actifs, on a quand même une situation qui est assainie. Moins pire, on va dire. Qui est beaucoup moins pire. Très sensiblement moins pire qu'en Allemagne. Il faut voir qu'en Allemagne, il y a quand même 2 grandes banques allemandes qui sont en très grande difficulté. Deutsche Bank. Je dirais que là-dessus, c'est très intéressant. Et je donnerai une explication, je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais je pense qu'on est plus vicieux que les Allemands et les Britanniques. Je m'explique. Les crash tests de différentes banques montrent effectivement beaucoup d'inquiétudes sur les banques allemandes, sur les banques anglaises un peu moins, et beaucoup moins sur les banques françaises. Pourquoi est-ce que les crash tests des banques suisses et des banques allemandes sont très mauvais? Parce qu'ils se sont fait, entre guillemets, berner par les produits américains qui étaient frelatés, qui étaient toxiques. Nous, je dirais qu'on est plutôt du côté de ceux qui ont fabriqué les produits toxiques, y compris avec les mairies. Hein, et donc, du coup, quand vous fabriquez les produits toxiques, ben, les Kerviel et compagnie, je veux dire, on a quand même des records du monde. On se plaint souvent qu'on n'est pas dans le top 10 des classements. On est quand même en matière bancaire, souvent dans le top 10, en tout cas, Kerviel est inégalé. Et en étant à la base de la production, de l'invention, de la sophistication de ces produits, forcément, quand on vous propose un produit un peu frelaté, vous vous posez la question de qu'est-ce qu'il y a derrière. Hein. Et là-dessus, on a souvent eu le nez creux. On est un des rares pays à avoir échappé à la crise du dollar, alors que les 3/4 se sont payés la bave dans les années 70, etc. On a souvent eu, au niveau bancaire, un degré d'avance, en tout cas, sur les Suisses ou les Allemands, qui... on dit que si les Américains nous proposent ce produit, il ne peut être que bon, c'est les Américains qui nous le proposent. Et c'était des produits
frelaté. Donc c'est pour ça que Est-ce que, notre vice nous a préservés, je pense. Hein. est-ce que ce phénomène n'est pas dû à la contamination par les États-Unis? On a été contaminé par la conception que les États-Unis ont de l'économie. Hein, c'est-à-dire le slogan « Ce qui est bon pour General Motors est bon pour les États-Unis ». Ça veut dire que nous, contaminés par ces idées-là, nos polytechniciens se sont mis à faire des maths financières, ils ont rationalisé, ils ont foncé dans cette brèche-là grâce à leur prof, Madame Hakim El-Karoui, qui disait, après la crise financière, disait « Comme c'est nous qui sommes responsables de la crise financière, eh bien laissez-nous réparer, puisque on sait mieux. » C'était quand même incroyable. Alors, c'est plus d'Europe quand ça va mal, c'est plus de sophistication financière quand ça va mal, et donc, etc. ce mal qui nous a été contaminé, ce qui est très curieux, c'est que les Anglais ont été quand même le véhicule de cet esprit-là, hein, la City, hein, c'est-à-dire le pouvoir de l'argent, c'est-à-dire une économie, c'est quand des actionnaires sont heureux, ça veut dire que l'économie a joué son rôle. Or, est-ce que notre conception de l'économie en tant qu'Européen n'est pas plus conforme à ce qui était la vocation originale de l'économie, c'est-à-dire de permettre aux gens de se sentir utiles dans une activité professionnelle et de pouvoir échanger les produits avec des clients heureux, et non pas avoir des actionnaires qui essayent effectivement, par tous les moyens, de délocaliser, de mettre des gens au chômage, etc. Ça nous renvoie à la problématique dans nos pays que De Gaulle avait bien senti, il avait bien détecté le problème. De Gaulle, avec son association Capital-Travail, est-ce que vous ne pensez pas que lui avait anticipé en disant il faut arrêter le feu, hein, c'est-à-dire le pouvoir de l'argent, le pouvoir des actionnaires, faire en sorte que les salariés deviennent copropriétaires de l'entreprise. Et à ce moment-là, on coupe l'herbe sous le pied des actionnaires qui, au départ, sont des actionnaires historiques, mais ensuite, ils ne font plus la loi, puisque, voilà. Alors, il ne faut surtout pas parler de la participation, parce que c'est un mot piégé, parce que Pompidou a saboté le projet de De Gaulle. Et oui, car De Gaulle, dans l'esprit... Rothschild. Mais on va peut-être arrêter votre question là et permettre à Jean-Christophe de répondre. Je vais faire deux réponses. Et puis alors, je complète, les Anglais sont victimes de l'histoire de l'arroseur arrosé, parce qu'ils ont véhiculé un virus qui nous a contaminés, mais l'Union européenne, ils n'ont pas apprécié les retombées. Exactement. Alors, la première réponse, Viviane Reding, donc, lorsqu'elle était dans les institutions européennes, elle était commissaire à la justice. Aujourd'hui, fonction dans le privé, siège à la fondation Bertelsmann, conseil d'administration d'Agfa Gevaert, elle est aussi à Nierstraat, etc. Je lis. Nelly Kroes, fonction européenne, commissaire chargé de la société numérique, fonction dans le privé. Alors, il y a toujours un décalage historique. Hein. Je vous cite d'abord ce qu'elle faisait au sein des institutions européennes, et pour que vous ne vous inquiétez pas sur la reconversion de nos... Je vous donne... Pour une fois, j'ai une part d'humanité sur leur devenir. Donc, fonction dans le privé, membre du conseil de la politique publique de Uber, membre du conseil d'administration de Salesforce, conseiller spécial de la Bank of America Merrill Lynch, etc. Alors, Karel de Gourt, je ne garantis pas la prononciation, il était belge, lui, fonction européenne, commissaire au commerce, hein. Donc, fonction dans le privé, membre du conseil consultatif de CVC Capital Partners, je ne sais pas ce que c'est, vous avez tous compris, groupe de conseil à l'investissement et à la gestion de fortune. Alors lui, il y en a 2 pages. Le premier exemple que tu n'as pas cité, c'est Barroso. Alors je voulais terminer par lui. Le
Barroso, vous êtes Attends, au courant, c'est- ce qui est important, c'est la liste. L'homme du barosé, oui. Voilà. Slim Kallas, Estonie, pareil. Janez Potočnik, Slovénie, pareil. Benita Federo Waldner, pareil. Charlie McCreevy, la même chose. Günther Verheugen, pareil. Et donc Barroso, ne vous inquiétez pas, vous les prenez tous un par un, ils sont reconvertis dans le business. Et on n'a pas forcément la liste des conseils d'administration au sein desquels ils émargent. Hein. Et puis la ministre européenne de la concurrence, la danoise, là, elle avait oublié qu'elle était présidente d'une compagnie offshore en même temps. Il y a des choses qui s'oublient. Attention, ça veut dire. Non, mais- Donc, voilà, voilà la réalité. Hein. On avait organisé avec le centre Niels Diguière il y a relativement longtemps une conférence de M. François Asselineau qui était venu à Grenoble, où il avait présenté tous les commissaires de l'époque et tout leur historique. Alors là, moi, je vous ai donné ce qu'ils sont après. C'était aussi très intéressant avant. Hein. Donc la liste Mais parce des... qu'en fait, on ne sait pas. Voilà. Le problème, nous, on nous donne des titres, mais on ne connaît pas exactement leur action, leur fonction. Et là, moi, il y a une chose qui me reste dans la tête. Avec Internet, quand même, on Oui, voilà, ça c'est la toute intéressante. L'histoire de... Parce que... moi, J'ai pas fini ma réponse. Ouais. Oui. Alors voilà, là, donc, il y avait une première partie, puis il y avait une deuxième partie qui nous sortait du sujet. Donc la participation. Alors, je vais pas être très innovateur, mais il y a toujours eu un consensus politique, une union politique de la part des deux, je serais tenté de dire, extrêmes de la palette politique pour bloquer, pour empêcher. D'un côté, je dirais que l'essentiel des cénacles patronaux et de l'autre, les syndicats marxistes ont toujours bloqué. Évidemment, la piste qui consisterait à transformer le personnel en propriétaire de son entreprise serait tellement la suppression de leurs deux principales bases d'existence respectives que ça a été mis mais sous l'éteignoir, c'est quasi absent du paysage politique. Tout à fait. Ça n'a pratiquement jamais été repris. Et les expériences internationales un petit peu similaires, on s'aperçoit que très vite il y a eu des situations critiques pour ces expériences. Je pense au péronisme en Argentine, qui fonctionnait un petit peu sur les mêmes bases. Petit à petit, tout s'est organisé pour effondrer le péronisme. De la part des deux côtés, oui. La troisième voie économique n'a jamais vraiment eu sa chance. Et aujourd'hui, on en est mais terriblement éloigné. Sur le plan local, on a le psychodrame des salariés d'Ecopla. Voilà. Oui. Alors,